On va faire un appui, on voit effectivement des ulcères. Voici une coloscopie. Cet examen sert à diagnostiquer ces maladies qu'on appelle MIS-C ou MIC-I. Un acronyme qui sonne presque doux pour des symptômes qui ne le sont pas. Douleur abdominale, diarrhée, fatigue, perte d'appétit et de poids. En Suisse, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ont explosé. Elles frappent entre 12 000 et 16 000 personnes. Ces deux formes les plus fréquentes sont la maladie de Crohn, qui peut toucher tout le tube digestif de la bouche à l'anus, et la colite ulcéreuse, qui touche uniquement le côlon. Chez 10% des patients, la maladie ne se stabilise pas. Conséquence, leur état se dégrade continuellement. Malheureusement, j'ai fait partie de ces 10%. Et puis mon état s'est progressivement dégradé sur une durée de 8 ans à peu près. Au départ, c'était gérable, il n'y avait pas encore d'incontinence. Je me souviens que c'était surtout le matin, au réveil, et j'avais vraiment une espèce de sensation de choc du réveil qui provoquait ces douleurs et ces saignements. Et à la fin, je pense que la dernière année, vraiment, je tenais pas debout. Vraiment, j'avais des difficultés à marcher, j'étais complètement incontinente. Je passais la première moitié de ma journée aux toilettes et la seconde alitée. Sylvie Vibaud souffre d'une colite ulcéreuse. Elle a un frère qui, lui, est atteint d'une maladie de Crohn. Il existe en effet une prédisposition génétique à développer ces maladies. Si on a un parent du premier degré qui a une maladie comme ça, on peut estimer à 4 à 8 fois plus grand le risque pour un apparenté du premier degré de la développer aussi. Donc ça montre bien qu'il y a une ambiance génétique, mais qui toute seule n'est pas suffisante pour se dire qu'on va développer à coup sûr la maladie. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un seul gène qui est impliqué dans ces maladies, mais finalement, en cherchant à travers le génome, dans toutes les régions possibles pour être impliquées dans cette prédisposition, on trouve à peu près 200 régions différentes qui impliquent pratiquement tous les chromosomes. Le nombre de gènes impliqués est tellement important qu'il est impossible de faire des tests de prédisposition génétique. Malgré sa maladie et des allers-retours incessants à l'hôpital, la jeune femme a terminé avec succès ses études d'art visuel. À cette époque, j'étais encore en train de me construire. Et c'est vrai que du coup, ça m'a vraiment servi de moteur, quoi. Je pense que ça m'a poussée à faire des choses que j'aurais jamais faites si j'avais pas été malade. Je pense que j'aurais peut-être pas eu le courage de partir seule avec mon sac à dos pendant 6 mois si j'avais pas eu ça. C'était un peu un challenge, quoi. C'était un peu un défi, je pense. C'est en Australie qu'elle réalise ce voyage. Une belle aventure, malgré des problèmes gastriques persistants. Mais le temps passe et sa colite ulcéreuse s'aggrave. À 29 ans, elle doit subir une intervention chirurgicale. Là, on m'a fait une colectomie totale, c'est-à-dire qu'on m'a enlevé tout le côlon, qui était foutu complètement. Et puis, on m'a fabriqué une poche en J, c'est-à-dire qu'en fait, il faut une espèce de patchwork avec les tissus naturels de l'intestin grêle pour fabriquer un réservoir qui va remplacer le côlon. Cette opération lui a permis de vivre normalement pendant 12 ans. Malgré cette amputation, elle a poursuivi tant bien que mal son métier d'illustratrice. Il s'est passé quelque chose de très très inattendu en sortant de cette opération. Et je me suis retrouvée en fait parachutée dans une vie qui ressemblait plus du tout à celle que j'avais quittée, que j'avais vécue pendant les 8 ans précédents. Et j'avais plus de moteur, quoi. J'avais plus de combat à mener. Et je me suis retrouvée complètement vidée de tout ce qui m'avait constituée, en fait. J'ai vraiment vécu une perte identitaire très très forte. Contre toute attente, son corps lui a réservé une belle surprise. Entre-temps, j'ai pu mener à terme une grossesse, ce qui n'est pas rien. Enfin, pour moi, c'était vraiment un miracle. Et puis, effectivement, à 40 ans, là, j'ai atteint un niveau d'épuisement extrême. Je pense que j'ai poussé trop loin, vraiment beaucoup trop loin, mes capacités, mes limites physiques, en fait. C'est en urgence vitale que Sylvie Vibaud a dû être hospitalisée. Son organe, reconstitué 12 ans auparavant, s'était nécrosé et il a fallu entièrement le retirer, définitivement. Depuis,
pour l'écoulement de ses selles, elle se retrouve avec une poche externe, à vie. La sortie de l'hôpital a été compliquée pour moi, parce que simplement déjà d'avoir une poche en soi, c'est pas très glam. Hein. Et ça m'a pris du temps un petit peu pour me recréer une féminité, en fait. Hein, parce qu'effectivement, du coup, la féminité en prend un sacré coup. L'été qui a suivi, je me suis obligée à me remettre en maillot de bain tout de suite. Je me suis trouvé un bikini années 50. Mais voilà, c'était important pour moi de me mettre des challenges comme ça pour dépasser ça. Parce que voilà, c'est sûr que j'avais envisagé la stomie pour mes vieux jours, mais pas à 40 ans, quoi. C'était encore un peu tôt pour moi. Certes, Sylvie Vibaud a connu une forme extrême de colite ulcéreuse. Il reste que les MICI ont explosé ces dernières décennies. Le gastro-entérologue Pierre Michetti l'a constaté personnellement. Il a dû doubler son équipe pour faire face à cette augmentation. C'était des maladies assez rares et puis elles sont en train de devenir de plus en plus fréquentes. On a observé depuis les années 60 un quadruplement du nombre de nouveaux cas. En Suisse, on est passé par une augmentation aussi de 4 fois et maintenant on a à peu près 1% de la population qui est atteinte de ces maladies, à part égale entre le Crohn et la colite ulcéreuse, donc 0,5% pour chacune des deux maladies, ce qui représente une maladie qui sort de la rareté. En effet, 1 million de personnes est touchée par ces maladies en Europe. Pour trouver les causes de l'explosion des MICI, les scientifiques doivent mener l'enquête et donc écarter des pistes. C'est pas en 1 voire 2 générations qu'on peut expliquer une augmentation d'origine génétique. On n'a pas pu concentrer les gènes sur 2 générations, c'est pas possible. La génétique seule n'est pas suffisante pour expliquer la maladie. C'est là que vient en fait le rôle de l'environnement qui vient pour moi boucher ce manque de compréhension que la génétique donne à l'heure actuelle. Si on regarde maintenant le monde de manière plus globale, on se rend compte que l'épidémie actuelle de nouveaux cas, elle touche principalement les pays émergents. Et elle est associée avec une westernisation du monde, c'est-à-dire des pays qui adoptent un mode de vie de type occidental, qui changent leur stockage des aliments vers la chaîne du froid et le frigo, qu'ils n'avaient pas précédemment, qui adoptent de la nourriture préparée industriellement, ce qui n'était pas dans les traditions qu'ils avaient. Et ces changements vers un mode de vie plus occidental s'associent à une augmentation du nombre de cas. Et ça, c'est dans toutes les ethnies, ce qui prouve indirectement que ce n'est pas vraiment la génétique. Typique de l'alimentation moderne occidentale, les produits ultra transformés et les centaines d'additifs qui les accompagnent. Sur les emballages, les additifs alimentaires sont mentionnés par des noms un peu barbares, comme polysorbate 80 ou carboxyméthylcellulose. Ou par un nom de code, ce sont les fameuses lettres E suivies de 3 chiffres. La consommation d'aliments ultra transformés a considérablement augmenté depuis les années 80. Leur part dans la consommation énergétique journalière est passée de 19% à 28% dans les années 2000. Un sujet que connaît bien la nutritionniste Anne-Laure Denant. Elle est l'auteure d'un guide sur les additifs alimentaires qu'elle a classés selon leur famille et leur degré de dangerosité. On vous conseille toutefois de vous équiper d'une loupe si vous voulez partir à la chasse aux additifs. Si on regarde un peu les chiffres, 338 additifs autorisés en Europe, 90 qui pourraient poser un certain nombre de problèmes pour la santé, donc 1 sur 4, un additif sur 4 qui pourrait réellement poser un problème pour notre santé, et 30 additifs qui pourraient poser un problème pour notre santé intestinale. Mais c'est hallucinant. Oui. C'est vrai que c'est surtout quand on sait que les additifs n'ont aucun intérêt nutritionnel. C'est vraiment une histoire de rendre un aliment plus attrayant. Et il coûte moins cher, puisque finalement, c'est ça aussi, c'est réduire les coûts. On met peu d'ingrédients naturels, on les remplace par pas mal de composés chimiques. Et pour que ça tienne un peu la route, que ça soit encore consommable, finalement, on leur ajoute des additifs qui font un peu passer la pilule, si on peut s'exprimer ainsi.
Une trentaine d'additifs est donc soupçonnée de favoriser les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mais dans le fond, comment fonctionne-t-elle ? L'intestin abrite en permanence environ 1,5 kg de bactéries que l'on appelle la flore intestinale ou microbiote. Une population de 100 milliards d'organismes vivants massés le long de la paroi du tube digestif, comme le long d'une frontière. Parmi ces bactéries, beaucoup sont indispensables à la digestion, mais la plupart seraient mortelles si elles pénétraient dans l'organisme. L'enjeu pour le système immunitaire est donc de défendre cette frontière tout en laissant passer les nutriments dont nous avons besoin. Le tube digestif est l'endroit de notre organisme qui renferme le plus de cellules immunitaires. Celles-ci ont 2 rôles principaux: combattre les bactéries et les virus auxquels on est exposé et induire une certaine tolérance pour ne pas considérer toutes les protéines de notre alimentation comme des ennemis. Les MICI sont caractérisés par un dysfonctionnement de ce système immunitaire qui attaque à tort le tube digestif. Cette attaque, en fait, va mener à une inflammation du tube digestif. Le tube digestif est un petit peu, si vous voulez, le champ de bataille innocent où se passe cet affrontement entre la flore intestinale et le système immunitaire qui ne la tolère plus. Et cette rupture de tolérance fait une sorte de conflit de frontières. Et c'est à la frontière, donc sur la muqueuse, que se concentrent les dégâts. Quand on va voir dedans l'endoscopie, il est tout rouge, il est ulcéré, il est blessé, au fond comme si vous aviez une brûlure ou un gros urticaire sur la peau, mais à l'intérieur. Benoît Chassin est un chercheur français de l'Université de Géorgie, aux États-Unis. Ses travaux portent sur les effets de 2 agents émulsifiants sur le microbiote, le E433 et le E466. On les retrouve dans des produits de boulangerie, des sauces, des soupes, des biscuits, des crèmes ou certaines conserves. On les rencontre même dans certains produits sans gluten. Benoît Chassin a travaillé avec des souris génétiquement prédisposées à développer des MICI. Il leur a donné ces agents émulsifiants à des doses mimant celles que consommerait l'homme dans différents aliments transformés. Résultat, avec ces 2 émulsifiants, les souris voient leur MICI apparaître plus vite et sous des formes plus sévères. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que les agents émulsifiants allaient directement impacter le microbiote intestinal, et ce microbiote intestinal allait par la suite pouvoir induire l'inflammation intestinale. Il a également travaillé avec des souris saines. Et là aussi, ces émulsifiants ont induit des dysfonctionnements. On a fait exactement la même chose sur des souris qu'on appelle sauvages, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas génétiquement prédisposées, qui vivent très bien normalement. Et chez ces souris, on avait quand même une induction d'inflammation intestinale très légère, une inflammation intestinale vraiment de ce qu'on appelle de bas grade, vraiment modérée, mais qui était associée à des dérégulations métaboliques. Ces souris, quand elles consommaient des agents émulsifiants, elles gagnaient plus de poids, elles développaient de l'obésité et elles développaient un prédiabète. Les MICI touchent particulièrement les jeunes. En effet, 80% des diagnostics sont posés sur des gens de moins de 25 ans. Une population particulièrement exposée à la junk food. À l'image de Loïse et ses 18 printemps. Il y a 2 ans, on lui diagnostique une maladie de Crohn et tout s'enchaîne très vite. En janvier 2017, Loïse doit se faire opérer. En gros, on m'a enlevé l'intersection entre l'intestin grêle et le côlon. On m'a pas enlevé beaucoup, on m'a enlevé 12 cm environ. À la maison, enfant, Loïse mangeait assez bien. La plupart du temps, des produits frais, locaux et bio. Mais à l'adolescence, elle s'est tournée vers une alimentation fast-food, celle-là même qui est soupçonnée de jouer un rôle clé dans l'épidémie des MICI. Mes parents me donnaient 8 francs pour manger à midi. Donc ils me donnaient 8 francs parce que 8 francs, c'était le prix d'un repas à la cafétéria. Mais à partir de 12 ans, j'ai plus été manger à la cafétéria parce qu'on a envie d'aller dehors. Du coup, forcément, avec 8 francs, il n'y a pas grand-chose à manger, quoi. Tous mes potes, quand on a faim et qu'on est en ville, on va pas aller se faire un restaurant. On n'a pas les moyens pour se faire un restaurant. Du coup, on va manger hot dog. Pas forcément McDo, forcément, mais c'est plus... Voilà, la nourriture qu'on trouve dans la rue, je sais pas, les petits trucs de bretzel et compagnie. C'est là, c'est devant nous, c'est pas cher, on mange et puis en plus c'est bon. Du coup, même si c'est pas bon pour la santé, voilà, on n'y pense pas trop, on va dire. C'est vrai que j'ai eu ma période soupe de nouilles. Donc, ouais, elle a duré une année et demie. Vraiment, c'était marrant parce que
J'ai des potes qui s'en souviennent encore. Je rentrais chez moi et je me faisais une soupe de nouilles. C'est des soupes de nouilles instantanées qui prennent 2 minutes à cuire. Déjà là, il y a un petit souci. Mais je mange ça parce que c'était bon, ça coûtait pas cher. Et puis, c'était pratique, on va dire. Ces soupes de nouilles contiennent bon nombre d'additifs alimentaires, parmi lesquels le E171, le dioxyde de titane, soupçonné entre autres d'aggraver les inflammations intestinales. Je t'ai fait perdre ton temps, tu aurais dû rester avec Monsieur Duris. Je ne voudrais être nulle part ailleurs. Le dioxyde de titane est un produit qui sert à donner une jolie couleur blanche. On le retrouve un peu partout, par exemple dans les chewing-gums, dont Loïse raffole. Mais aussi dans les farines, cakes, les pâtisseries et leurs décorations, les bonbons, etc. Ce colorant a fait l'objet de recherches en Suisse, à Zurich. Les scientifiques ont d'abord fait des prélèvements de sang chez les patients atteints de MIS-C. Notre recherche a montré que dans certains modèles de MIS-C, le dioxyde de titane augmente et renforce l'inflammation. Il conduit à activer le processus d'inflammation dans les cellules. Et les patients qui ont cette forme de colite ulcéreuse se retrouvent avec un niveau plus élevé de titane dans le sang. C'est bien la preuve que ce dioxyde de titane s'est accumulé chez ces patients. L'équipe de Gerhard Rogler a aussi nourri des souris avec du dioxyde de titane. Nous avons aussi déclenché des inflammations dans le modèle animal concernant les MIS-C. Et nous avons vu que le dioxyde de titane qu'on utilise dans les aliments renforce les inflammations. Les animaux allaient significativement moins bien et l'inflammation était plus forte. Sur un intestin atteint ou fragilisé, ça peut en effet être dommageable d'aggraver le processus inflammatoire qui est déjà initié. Chez les personnes en bonne santé, cela n'a probablement que peu d'effets dommageables. Ce soir-là, chez Loïse, au menu, sandwich à l'entrecôte fait maison. On n'est plus dans la junk food et les nouilles chinoises. Du coup, pourquoi j'ai eu la maladie de Crohn? Moi, je dirais pas que c'est à cause de ça, parce que j'ai des amis, ils se nourrissent de ça, vraiment. Genre, ils ont pas d'argent, du coup, ils mangent que ça, et puis pourtant, ils ont pas la maladie de Crohn. Donc moi, je pense que j'ai juste... c'est la faute à pas de chance, ou bien c'est ma faute, j'en sais rien, mais... je pense pas que ce soit que à cause de la mauvaise nourriture. Dans une famille, il y a souvent 4 enfants et un qui a un Crohn. Alors, est-ce que c'est celui qui mangeait chaque fois les chewing-gums, ou est-ce que c'est un petit peu de la malchance génétique? C'est difficile à dire. Il faut probablement... Elle avait probablement la malchance d'avoir le background génétique peut-être le plus défavorable de ses frères et sœurs. On sait que c'est des maladies où il y a 2 coups successifs. On a une prédisposition et après, il faut à un moment donné un déclencheur. Et peut-être chez elle, ce déclencheur, ça a été cette diète aberrante. Des aliments saupoudrés de dizaines et de dizaines d'additifs, dont certains sont jugés problématiques par des études scientifiques. Alors pourquoi ces additifs sont-ils autorisés par l'Agence européenne de sécurité des aliments ? Tous les additifs alimentaires qui sont approuvés sur le marché et qui sont approuvés pour être utilisés par l'industrie agroalimentaire sont testés pour 2 choses uniquement, leur toxicité aiguë et leur capacité mutagène, c'est leur capacité à induire du cancer et à favoriser les mutations. Mais ils ne sont jamais testés pour leur effet chronique, leur effet sur le long terme, et plus particulièrement, ils ne sont jamais testés pour leur effet sur le microbiote. Donc l'idée maintenant, ça va être de confirmer ce qu'on a observé chez la souris, de le confirmer chez l'homme, et de montrer que ces agents émulsifiants ont un impact également chez l'homme, en favorisant l'apparition de la maladie ou en favorisant la sévérité de la maladie. Ce sont les patients qui ont mis les chercheurs sur la piste des émulsifiants et des additifs alimentaires. Désespérés, souffrant le martyre, ils sont nombreux à avoir modifié leur alimentation et à se sentir mieux avec des aliments bio, bruts, non transformés. Ils fuient les additifs colorants, agents conservateurs et autres sucres chimiques, et c'est sans doute le meilleur moyen de prévenir ces maladies. Viser les étiquettes les plus courtes possibles et protéger les enfants des confiseries industrielles colorées et attirantes, même si ce n'est pas simple. La prévention est d'autant plus importante qu'une fois la maladie déclenchée, impossible d'en guérir. Au mieux, les personnes atteintes peuvent espérer une rémission. Par différentes stratégies, elles parviennent à tenir la maladie en respect, mais risquent toujours de payer très cher le moindre écart. Sylvie Vibaud a décidé, de son propre chef,
de s'essayer à un régime alimentaire qui bannit strictement les produits lactés et le gluten. Je mange de la viande, du poisson, beaucoup de légumes, de fruits. Je remplace les farines de blé par des farines de châtaigne, de sarrasin, de riz. J'essaye de cuire tant que possible à basse température. Je prends des compléments alimentaires, je prends absolument plus de médicaments. Je dois préciser aussi que le régime alimentaire a considérablement diminué mes hémorragies, voire même arrêté. Je suis assez convaincue que si j'avais commencé ce régime plus tôt, à défaut d'avoir stabilisé ma maladie, ça aurait au moins ralenti son évolution. Je suis vraiment complètement persuadée de ça. Je regrette que ce régime n'ait même pas été évoqué par mes médecins. Et c'est vrai que du coup, j'ai un peu l'impression de faire mes petites recherches seule et d'être un peu toute seule dans ma barque. Au niveau alimentaire, on sait que des suppléments de vitamine D, ça diminue la tendance à faire des rechutes, ça stabilise le système immunitaire probablement. Mais un régime idéal qui soit commun pour tous les patients, on n'a pas encore trouvé. Et aussi parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on doit faire. Cédric est chef de projet informatique, un métier où tout évolue très vite. Habitué de ce restaurant de Villars-sur-Glâne, cet épicurien s'est tourné vers une alimentation qui écarte les additifs et privilégie les produits bruts. C'est un restaurant qui travaille uniquement avec des produits frais, des produits de la région. Et puis surtout, c'est tout fait maison. Vous mangez jamais la même chose, vous vous lassez jamais. Vous avez des produits de saison, ça a des belles couleurs, c'est super bon. Benoît Tchachli vient d'une génération où le maître mot de la cuisine était rapidité et assemblage de produits tout préparés. Dégoûté par cette cuisine industrielle, le chef a retourné sa toque. Je déteste les produits industriels. Je pense que dans tous les produits industriels, il y a une quantité de produits qu'on n'est pas obligé d'ingérer. Et je pense qu'on peut faire ça naturellement avec des produits simples, sans être obligé d'acheter des espèces de poudre de perlimpinpin. Ça demande de l'organisation, en fait. Pas beaucoup plus de temps. C'est simplement le temps que vous allez passer à aller acheter des trucs dans les magasins, vous allez le passer à faire un fond à la maison ou à éplucher une carotte. Quand vous mangez un produit industriel, vous avez toujours une espèce de farine qui va se déposer dans votre bouche. Vous allez peut-être plus vous en rendre compte. Il court d'une bonne foulée, et pour cause. Cédric vise le record de participation à Mort à Fribourg. Il a pris part à toutes les éditions depuis 1990, sauf une fois, en 2010. Mon état s'est dégradé. Je pesais à peu près 75 kilos, donc j'ai perdu 15 kilos, à tel point que si je m'asseyais sur une chaise en bois, ça me faisait mal au derrière, donc je mettais un coussin pour que je sois à l'aise. Alors quand vous perdez 15 kilos, vous pensez quand même le pire diagnostic qu'on peut s'imaginer, c'est le cancer. C'est terrible, de cette incertitude quand vous ne savez pas ce qui se passe, puis que vous voyez l'être que vous aimez qui diminue tout le temps. C'est vraiment l'horreur, et puis que vous ne savez pas, et puis que vous cherchez un peu dans tous les sens, se dire mais ça vient d'où, qu'est-ce que c'est, et puis qu'est-ce que je peux faire. Il s'est déroulé une année avant qu'on lui diagnostique la maladie de Crohn. Durant ce laps de temps, son état de faiblesse était tel qu'il avait dû baisser de moitié son taux d'activité. On a cherché des choses aussi spécifiques à la maladie de Crohn, vraiment qui pouvaient améliorer. Vous dites, il n'y a rien à perdre d'essayer finalement certaines nourritures. C'était finalement l'occasion de découvrir des choses différentes. Parmi ces découvertes, le levain, plus digeste d'après lui que la levure, et davantage en adéquation avec sa philosophie du slow food. Avec le levain, le processus prend 16 heures. Mon levain, c'est un peu comme mon microbiote. J'aime bien cette image parce qu'il faut le soigner, il faut faire attention, c'est un organisme vivant. Et puis, on ne peut pas mettre n'importe quoi dedans.
Donc si maintenant vous mettez de l'eau avec du chlore, par exemple, votre levain, il risque de mourir. Si maintenant vous lavez les mains avec beaucoup de savon puis que vous ne rincez pas bien, là aussi, votre levain, il va mourir. Quand je prépare ma pâte, en la pétrissant et tout ça, il y a un côté relaxant. Des fois, on voit dans les bureaux, il y a des petites boules comme ça qui permettent de se décontracter. Mais là, vous pétrissez votre pâte et puis ça fait la même sensation. Après le levain, un autre organisme vivant s'est invité à la table du couple, le kéfir. Mais pour le coup, c'est Nicole qui s'en charge. Ce qui est intéressant dans le kéfir, finalement, c'est que c'est une boisson qui a un effet probiotique. Alors, non seulement c'est un effet probiotique, mais c'est bon. Et puis, c'est une boisson qui se fait lentement, qu'on doit laisser faire aussi, et qui est un processus naturel. Tout ce qui va vite, il faut s'en méfier. C'est jamais bon signe. Si vous achetez un produit préparé, vous saurez que vous aurez beaucoup de sel, qu'il y aura certainement des additifs. Alors c'est super, vous mettez ça dans le micro-ondes et puis vous chauffez et puis elle est belle. Mais par contre, si vous achetez des produits non préparés, il y a aussi un autre avantage, vous changez votre style de vie. Il y a un côté presque méditatif où finalement, quand vous préparez vos repas, finalement, c'est un rituel. D'une manière générale, un principe de précaution veut qu'on devrait quand même regarder d'un œil plus critique aujourd'hui tous ces additifs qu'on a eus par le passé. Je pense même pour des gens en bonne santé, c'est certainement pas une bonne idée de manger des trucs qui sont potentiellement pas bons pour la santé. Et finalement, ça va être la pression du public qui va faire que les producteurs de ce type d'aliments vont réfléchir. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose de les éviter pour les gens sains et peut-être même un acte citoyen. Serrer le poing, prendre une bonne respiration et je m'excuse, je pique. Les MIS-C sont des maladies dont on ne peut toujours pas guérir aujourd'hui. En revanche, il y a eu des progrès récents dans leur prise en charge. Cédric en a bénéficié. Après avoir ingéré des immunosuppresseurs tous les jours pendant 4 ans, il a adopté en 2015 un nouveau médicament, l'Entyvio. Ma vie, elle est vraiment comme avant, si ce n'est que j'ai une perfusion qui a tous les 2 mois. Ça va très vite, ça prend moins d'1 heure. C'est vraiment génial. C'est une révolution technique dans le sens que c'est un anticorps qui, pour la première fois, réalise un contrôle de cette surréaction immunitaire de manière spécifique pour le tube digestif. Tous les médicaments qu'on avait avant calment le système immunitaire très bien dans l'ensemble du corps. C'est vous exposer potentiellement à des infections dont vous n'avez pas besoin. Si on peut faire ça que pour le tube digestif, comme le fait l'Entyvio, c'est effectivement un grand progrès. Il faut préciser que l'Entyvio ne fonctionne pas toujours. Dans 20% des cas, le médicament ne fait pas effet. Les malades espèrent donc l'arrivée de nouveaux traitements, mais l'urgence est de prévenir la survenue de ces inflammations chroniques en améliorant la qualité des aliments. On en est encore loin. La Commission européenne envisage d'interdire les nanoparticules de dioxyde de titane dans l'alimentation avant la fin de cette année, le fameux E171, que l'on trouve malheureusement aussi dans de nombreux médicaments. Certains confiseurs et fabricants de chewing-gum y ont déjà renoncé spontanément. Cet additif n'a d'ailleurs aucune vertu ni aucune fonction de type agent conservateur ou antibactérien. Il n'est là que pour le joli look du produit. En d'autres termes, on prend des risques juste pour une simple question esthétique. Bruxelles envisage également de réévaluer tous les additifs alimentaires mis sur le marché avant 2009. Mais en attendant, il nous faut apprendre à déchiffrer les étiquettes.